Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné aujourd'hui Abidjan. Le chef de l'État revient de Dubaï aux Émirats arabes unis où il a pris part à la conférence internationale des investisseurs organisée par les pays de l'espace UEMOA. Le nouveau bureau de la CEI a tenu ce mercredi sa première réunion. Il s'est agi pour ses 6 membres d'élaborer le programme de travail de l'institution. C'est une cinglante défaite pour la Côte d'Ivoire. Les éléphants sont tombés face au Cameroun aujourd'hui sur un score de 4-1. C'était lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2015. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 23h. Le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour à Abidjan. Le chef de l'État a regagné la capitale économique aujourd'hui en provenance de Dubaï, où il a pris part à la conférence internationale des investisseurs organisée par les pays de l'UEMOA. On fait le point de son arrivée avec Jérôme Kofi Aboulin. Mercredi 10 septembre 2014, il était pratiquement 14 heures à la descente du président de la République Alassane Ouattara de l'avion le transportant de Dubaï à Abidjan. Le chef de l'État, comme lors de son départ, n'a pas manqué d'observer à son arrivée les règles d'hygiène établies en vue de la prévention de la propagation de la maladie à virus Ebola qui sévit dans des pays voisins de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, accueilli par des personnalités au nombre desquelles la première dame Dominique Ouattara ainsi que des membres du gouvernement, avec à leur tête le premier ministre Daniel Kablan-Duncan, a fait le point de la rencontre de Dubaï à laquelle il venait de prendre part. L'objectif de ce forum était de mettre en exergue les atouts et les potentialités des 8 pays que compose l'UEMOA. Et je dois dire que ceci était important puisque dans les pays du Golfe, en dehors du Sénégal, la plupart des pays ouest-africains francophones ne sont pas bien connus. Et nous voulions profiter de cette opportunité pour essayer de mobiliser des ressources pour le financement de grands projets régionaux. Ce sont au total 16 projets qui ont été retenus pour un coût d'environ 20 milliards de dollars, soit 10 000 milliards de francs CFA. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, figure parmi ces projets l'autoroute Yamoussoukro, frontière Côte d'Ivoire jusqu'à Ouagadougou, également la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Niger, également le port sec de Ferkessédougou. Alors, ces projets, comme vous le voyez, touchent tous les secteurs, que ce soit les infrastructures d'énergie, l'agro-industrie, les mines, la sécurité alimentaire, l'eau, les nouvelles technologies. Et des conventions ont d'ailleurs été signées et des engagements ont été pris par les investisseurs. Maintenant, il faut mettre tout cela en œuvre et que cela se transforme en financement et surtout en réalisation pour les différents projets qui ont été retenus. Ces projets sont importants pour la croissance, le développement, mais surtout pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Comme vous le savez, l'UEMOA quand même est un espace important, 3,5 millions de kilomètres carrés, grâce au Niger et au Mali, je dirais, qui chacun a plus d'1 million de kilomètres carrés, et également 110 millions d'habitants. 110 millions d'habitants, donc c'est un espace géographique et démographique particulièrement important. Le président de la République, Alassane Ouattara, a également dit être heureux d'avoir participé à cette rencontre. Il a par conséquent exprimé ses remerciements à l'émir de Dubaï, Cheikh Mohamed Al Maktoum, pour l'accueil et la bonne organisation de cette conférence et félicité ses pairs de l'UEMOA pour leur contribution à sa réussite. La conférence internationale des investisseurs a refermé ses portes hier à Dubaï, la capitale des Émirats arabes unis. La rencontre a été fructueuse au regard des résultats obtenus. La Côte d'Ivoire, à elle seule, a besoin de 17 projets intégrateurs sur les 17 sélectionnés par l'UEMOA dans le cadre du financement de la deuxième phase du programme économique régional. Awatouri. 16 projets intégrateurs sur les 17 que comporte l'initiative Investir dans l'UEMOA ont intéressé les investisseurs à l'issue de ce forum de promotion des investissements dans la sous-région ouest-africaine.
La cérémonie de clôture a ainsi été marquée par la signature des accords de partenariat pour la réalisation de ce projet à fort impact régional. Il s'agit entre autres de la boucle ferroviaire Côte d'Ivoire, Burkina, Niger, Bénin, du projet d'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, de la ligne ferroviaire Dakar-Bamako, ainsi que de projets de sécurité alimentaire, d'interconnexion et de développement de l'énergie solaire. C'est un événement qui a été un très grand succès. Moi, je voudrais commencer par féliciter nos responsables des institutions, l'UEMOA, la BOAD, la Banque centrale, qui ont pu mobiliser tous ces investisseurs. Et les engagements donc comportent le financement de projets pour un montant d'environ 20 milliards de dollars, c'est-à-dire 10 000 milliards de francs CFA. C'est une somme considérable et maintenant il faut réaliser tout cela. Et ces projets dans tous les secteurs, que ce soit le secteur des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture, tout cela contribuera à créer des emplois et à améliorer le quotidien de nos concitoyens dans la zone UEMOA qui comporte 110 millions d'habitants. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par ailleurs salué les autorités des Émirats arabes unis pour leur contribution au succès de cette initiative régionale investie dans l'UEMOA. Vous l'avez entendu, la Côte d'Ivoire, elle seule, a besoin de 7 projets intégrateurs sur les 17 sélectionnés par l'UEMOA dans le cadre du financement de la deuxième phase du programme économique régional. En marge de la conférence internationale des investisseurs tenue mardi à Dubaï, le président de la République a reçu en audience le président du conseil d'administration de BRVM, le président de Etisalat et le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Au centre des discussions, le renforcement et la diversification des relations de coopération. Nous restons avec Awatouri. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son homologue du Faso, Blaise Compaoré, ont fait le point sur les projets communs aux deux pays avant la signature des accords de partenariat dans le cadre de la conférence des investisseurs investis dans l'UEMOA. Le président et moi avons parlé des projets spécifiques à nos deux pays, notamment l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou et aussi le chemin de fer et d'autres projets dans chacun des États. Nous sommes très avancés. Nous nous concertons chaque fois avant d'aller prendre ces grandes décisions. Nous avons une grande ambition pour l'Afrique de l'Ouest et comme vous le savez, malheureusement, malgré nos potentialités, les opportunités dont nous disposons, il reste de grandes contraintes qui trouvent être les questions d'infrastructure, les questions de sécurité alimentaire. Et nous avons ici une bonne occasion de partager ces préoccupations et nous espérons recevoir aussi des dispositions positives pour que nous puissions bien sûr atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour cette émergence de l'Afrique de l'Ouest. Avec le président du groupe Etisalat, Ahmad Abdul Karim Joufa, les échanges ont porté sur le développement et la diversification des investissements du groupe en Afrique de l'Ouest et spécifiquement en Côte d'Ivoire. On a discuté aussi de la transaction qui vient d'être conclue entre Etisalat et Maroc Télécom. Et à travers Maroc Télécom, Etisalat compte non seulement gérer, mais aussi augmenter ses investissements en Côte d'Ivoire. Alors on a parlé de nos projets pour la Côte d'Ivoire. On a une grande confiance dans ce pays et dans le gouvernement de son Excellence. On a déjà vu de très grands progrès qui ont été effectués. Et on compte continuer à être des partenaires dans le développement non seulement des télécommunications, mais aussi des TIC. Le président du conseil d'administration de la Bourse régionale des valeurs mobilières est pour sa part venu présenter au président de la République Alassane Ouattara les performances de l'institution régionale. La Bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA, qui représente aujourd'hui la 6e capitalisation en Afrique, avec un montant total de capitalisation de l'ordre de 6 000 milliards de francs CFA.
Nous avons 37 sociétés cotées et nous avons un marché obligataire d'environ $1 milliard. Ce qui est important, c'est que nous sommes toujours à la recherche de sociétés à coter sur la bourse d'Abidjan et donc nous sommes venus en rendre compte au président de la République. Le président du conseil d'administration de la BRVM a par ailleurs indiqué qu'il est venu demander l'appui du chef de l'État dans sa volonté d'accroître le nombre d'épargnants à la BRVM en leur offrant des produits financiers performants et intéressants. À la primature, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a accordé 4 audiences. Il a reçu entre autres le président de l'Université internationale de Grand Bassam et les ambassadeurs qui quittent définitivement la Côte d'Ivoire. Michel Digri. Ils sont 12 Ivoiriens exerçant dans divers secteurs d'activité. Ils ont bénéficié d'un stage de perfectionnement de 2 mois aux États-Unis dans le cadre du programme américain dénommé Young Leaders. Le point de ce séjour américain a été fait au Premier ministre. Nous avons 2 d'entre nous qui ont été citoyens d'honneur de la ville d'Arkansas. 2 autres ont eu l'honneur d'être faits membres de la Chambre de commerce de l'Alamo à San Antonio, au Texas. Et un autre a été sélectionné par la présidente américaine Michelle Obama pour participer à son programme d'éducation pour la jeune femme en Afrique. Daniel Kablan-Duncan a ensuite reçu le président de l'Université internationale de Grand Bassam. Ils ont échangé sur le lancement officiel des activités de la fondation de l'UIGB à Atlanta au mois d'octobre prochain. Une fondation pour permettre aux étudiants ivoiriens issus des couches défavorisées de se former dans les universités américaines. Les études aux États-Unis sont très chères et par conséquent, comme c'est la tradition américaine, il existe des fondations, des universités pour justement trouver des financements en vue de financer les études des étudiants. Donc cette fondation a été créée à Atlanta, elle a commencé à fonctionner et dès l'inauguration, nous allons pouvoir aider nos enfants qui vont faire leurs études aux États-Unis et aussi ceux qui font leurs études à Grand Bassam. Les ambassadeurs du Japon et celui de la Palestine, eux, sont allés remercier le Premier ministre pour son engagement dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs au moment où ils quittent définitivement la terre des Burnis. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a également présidé aujourd'hui la cérémonie de lancement de l'unité de fabrication de mayonnaise du groupe Unilever. Ce groupe va accroître sa production de mayonnaise en Côte d'Ivoire. De 1000 tonnes, la production va passer à 10 000 tonnes. Hugues Hervé Blé, Kader Ouattara. La nouvelle mayonnaiserie du groupe Unilever verra le jour sur un espace de 8000 m². Son coût, 4,5 milliards de francs CFA. Le lancement des travaux de cette nouvelle unité s'est effectué en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le président du groupe Unilever, Paula Polman, soulignant son intérêt, note qu'elle va offrir annuellement 12 000 tonnes de produits aux consommateurs de toute l'Afrique de l'Ouest, ce qui nécessitera de la main-d'œuvre et fera tourner bon nombre d'entreprises nationales, une participation non négligeable à la croissance et au développement de la Côte d'Ivoire. Ce qu'on est en train de créer, c'est plus que l'usine de mayonnaise, c'est le futur de Côte d'Ivoire et toute la région. Et si nous pouvons participer à ça, surtout ici à la Côte d'Ivoire, on peut montrer qu'on peut faire des choses que beaucoup de gens pensent ne sont pas possibles. Et ici, on est en train de créer une industrie, agriculture, qui est très importante pour le Côte d'Ivoire, qui va être une des meilleures dans le monde entier. Et ça, on peut montrer qu'il n'y a rien qui manque en Afrique. Et ça, pour moi, c'est le plus important. C'est la confiance de ce continent qu'on va montrer qu'on a tout le droit de réussir. Ce nouveau projet du groupe Unilever va densifier et moderniser le tissu industriel de la Côte d'Ivoire, une perspective qui réjouit le Premier ministre. Je voudrais vraiment remercier M. Polman de cette décision et le fait aussi qu'il soit venu lui-même personnellement avec toute l'équipe Afrique et l'équipe Afrique de l'Ouest pour appuyer donc la directrice générale adjointe ici pour lancer cette opération qui va avoir quand même une répercussion donc importante sur l'agriculture et sur les ressources animales donc, de ce pays. Les besoins en intrants de l'unité de mayonnaiserie sont estimés à 8 000 tonnes d'huile de soja et 300 000 tonnes de jaune d'œuf.
de réelles opportunités de création de richesses et d'activités pour le Premier ministre qui invite d'autres groupes industriels à suivre l'exemple du groupe Unilever. Le nouveau bureau de la Commission électorale indépendante a tenu aujourd'hui sa première réunion. C'était au siège de la CEI. Il s'agissait pour les 6 membres du bureau d'élaborer le programme d'activité de l'institution. C'était l'occasion pour le président de la CEI, Youssouf Bakayoko, de réaffirmer la détermination de son organe à parvenir à des élections libres et transparentes. Léon Brou. Réunion du nouveau bureau de la CEI, la commission électorale indépendante, ce mercredi. Les 6 membres désignés une semaine plus tôt ont répondu à l'invitation du président Youssouf Bakayoko. Objectif, élaborer le programme des activités préparatoires des élections de 2015. Ajustement du cadre organisationnel et réglementaire de notre institution, passer à l'ajustement juridique devant un régime des futurs scrutins, la révision de la liste électorale pour y inclure notamment tous les ayants droit qui ne figurent pas encore et prendre en considération ceux dont la situation n'avait pas été claire en 2010. La mise en place d'un dispositif inclusif de prévention des conflits qui pourraient survenir lors des prochaines élections. Ce premier conclave du bureau marque le démarrage des travaux de la CEI, travaux dont la finalité pour le président de l'organe reste des élections libres et transparentes. Je voudrais donner l'assurance à tous que la commission électorale s'emploiera à organiser ces futures élections selon les standards internationaux. Je veux saisir l'opportunité pour inviter les acteurs politiques de notre pays à œuvrer de concert avec la commission électorale, à l'appuyer, à la soutenir pour que nous arrivions à des élections apaisées. Cette première rencontre au sommet vise aussi à préparer celle de la commission centrale de la CEI prévue pour la semaine prochaine. Il s'agira certainement de mettre tous les 17 commissaires au même niveau d'information pour plus d'efficacité. On s'intéresse à une rencontre entre la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique Kandia Camara, les syndicats et les parents d'élèves. Une rencontre qui a permis à Kandia Camara de recueillir les préoccupations de ses interlocuteurs en vue de favoriser une année scolaire apaisée. Herman Niamé. À quelques jours de la rentrée scolaire 2014-2015, le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique se donne les moyens pour favoriser une année scolaire apaisée. Cette rencontre avec le Conseil consultatif de l'Éducation nationale vise donc à recueillir toutes les préoccupations des partenaires sociaux que sont les syndicats et les parents d'élèves en vue de trouver des terrains d'entente pour éviter les perturbations des programmes scolaires. Nous voulons mettre l'accent sur la qualité de l'enseignement, la qualité de l'encadrement, la qualité dans la gestion, la qualité dans la gouvernance de notre système éducatif. Donc, et évidemment, si nous avons tout ça, l'objectif, c'est la performance. Les préoccupations du Conseil consultatif se résument essentiellement au profil de carrière des enseignants, les arriérés de paiement des indemnités de logement et la situation des enseignants contractuels. Pour ce qui concerne l'enseignement préscolaire et primaire, on a la question des instituteurs adjoints sur le plan administratif bien entendu, mais sur le plan matériel, il y a les arriérés par rapport à tout ce qui s'est constitué comme stock relativement à l'indemnité de logement, relativement à la bonification indiciaire, mais on a également la question même de l'existence des organisations syndicales à travers les questions de précompte à la source. Et c'est l'ensemble de ces questions-là qui devront faire objet de réflexion pour que des solutions idoines soient trouvées, pour que le climat qu'on a constaté l'année dernière puisse se perpétuer. Créé le 6 mars 2014, le Conseil consultatif de l'Éducation nationale qui comprend en son sein des représentants des syndicats, des parents d'élèves, des guides religieux et des chefs traditionnels est une plateforme d'échange pour prévenir les conflits éventuels qui pourraient subvenir au sein de l'Éducation nationale.
Le ministère de la Solidarité rend hommage à l'ensemble des travailleurs humanitaires pour leur dévouement et leurs actions de solidarité. Il a initié à cet effet la quinzaine de la solidarité qui se déroule en ce moment. L'action des humanitaires s'est faite remarquer au plus fort des crises qu'a connues la Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la quinzaine de la solidarité, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant Anne Désiré Ouloto a au nom du gouvernement rendu un hommage appuyé à l'ensemble des travailleurs humanitaires. Vous avez contribué à l'organisation et à la sécurisation du processus électoral en 2010 et 2011. Que dire alors quant à la prise en charge de ces milliers d'enfants, de femmes, de jeunes, d'adultes, de vieillards, déplacés internes et réfugiés dans les pays voisins? L'un des faits marquants de cette célébration a été la distinction par l'État de Côte d'Ivoire de certains acteurs humanitaires. Par cette décoration, le gouvernement de la Côte d'Ivoire nous fait beaucoup d'honneur parce que nous travaillons pour le développement, nous appuyons les pays et de mon point de vue, nous avons essayé de jouer notre rôle aux côtés du gouvernement. Le suicide est l'acte de se donner volontairement la mort. C'est un recours pour certaines personnes qui entendent mettre fin à leur souffrance. Quelles sont les raisons qui motivent le suicide? Dans quel état d'esprit se trouve une personne suicidaire? Pour trouver des réponses à ces questions, notre reporter Serge Koléa a rencontré dans une commune du district d'Abidjan une dame qui a tenté de mettre un terme à sa vie il y a quelques années. Aujourd'hui, on parle de suicide. Alors vous avez vécu une expérience similaire. Pourquoi vous avez voulu vous suicider? J'avais 26 ans à l'époque. J'ai perdu l'homme avec qui je vivais. Le père de ma deuxième fille, il est décédé. Donc après ça, quand j'ai croisé l'autre avec qui j'étais, et puis il a décidé de me quitter, il me dit, mais Dieu, il a fait quoi? En ce moment, pourquoi vivre alors? C'est que je vais mourir, si elle meurt, c'est mieux. J'étais vraiment désespérée, je ne pensais à personne. Le fait que j'ai perdu un homme déjà en 2003, et puis en 2006, celui à qui j'étais, il veut me quitter encore. Donc c'est tout ce qui a déclenché. Je préfère mourir, si je meurs, c'est mieux. Alors après avoir vécu cette expérience, est-ce que vous pensez que cela vaut la peine de se suicider pour un homme, de se suicider pour un problème quelconque? Jamais. Franchement, si je regrette amèrement, je n'ai même pas pensé aux parents, à ce qu'ils vont ressentir, à mes enfants. Je n'ai pas pensé à ceux qui m'aimaient aussi. J'ai été égoïste, j'ai été méchante. Je regrette, plus jamais ça. Je conseille à une fille, mais un homme, en tout cas à quelqu'un de ne pas... Si il y a un problème, il n'y a qu'à prier Dieu. Quelle que soit la fois, il y a toujours une solution à tout problème. Nous changeons de registre pour parler de développement. Le conseil municipal de Guiglo vient d'honorer l'un des fils de la ville. Il s'agit d'Émile Keyi-Boguinard, maire de Guiglo de 1981 à 2001. Âgé de 86 ans, il a été célébré par toutes les forces vives de cette localité. F. Boué, Francois-Diou. Avenue Émile Keyi-Boguinard, c'est désormais le nom de l'artère principale de la ville de Guiglo, commune située dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, à 600 km d'Abidjan dans la région du Cavali. Émile Keyi-Boguinard, cet ancien ministre d'État à 86 ans, est un modèle. Grand bâtisseur de la ville qu'il a dirigé de 1981 à 2001, plusieurs infrastructures dont des édifices religieux portent à son empreinte. Le conseil municipal et les populations lui rendent alors hommage. Une cérémonie au cours de laquelle la ministre Anne Désiré Ouloto a exhorté les populations à suivre l'exemple de l'ex-maire de Guiglo. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour que, ensemble, nous en tirions les leçons et que nous nous engageons tous dans un élan de fraternité, de solidarité et d'amour à cultiver. Entre nous, les valeurs de fraternité, des valeurs de loyauté et les valeurs de solidarité. Occasion pour 10 pionniers du développement de cette ville de voir leurs mérites reconnus par la grande chancellerie. Je suis un agent de développement étant maire de la commune de Guiglo. Je pense que je dirige une entité de développement et cette distinction me dit beaucoup de choses.
D'abord, elle reconnaît le travail que j'ai fait depuis mon arrivée à la tête de la commune et elle m'incite encore à aller plus loin. Reconnaissance méritée donc pour l'actuel maire de la ville, Benoît Séverin Ballier, qui a entre autres réhabilité les locaux de la mairie, rénové la clôture du lycée municipal et équipé le lycée Gilles Tanry. À 3 jours de sa visite d'État dans la région de Lifou, le président de la République est attendu avec impatience à Daoukro. Les femmes de la ville se sont mobilisées pour lui réserver un accueil chaleureux. Pour parler d'une seule voix, elles se sont réunies au sein de l'association des diamants d'Etrokro et de Samanza. Michel Mambo. La reconstruction du marché, la réparation des pompes villageoises, l'assainissement de la ville, l'autonomisation des femmes. Autant de doléances que les femmes de Daoukro entendent présenter au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, lors de sa prochaine visite dans la région de Lifou, visite prévue du 14 au 17 septembre. Pour parler d'une seule voix, elle décide donc de s'unir au sein d'une association, l'association des diamants d'Etokro et Samanza. À la tête de l'ADES, Kwasi Josiane Godé, sa vision, faire des femmes de Daoukro des actrices de développement. Tout ce qui se trouve sur le marché de Daoukro, qui est notre chef-lieu de département, provient de nos deux sous-préfectures. En fait, nous sommes le grenier du département de Daoukro. Mais étant enclavé à cause du manque de bitume, il se trouve que nous avons des problèmes pour écouler nos produits. En tout cas, c'est un cri de cœur. L'ADES revendique plus de 600 membres. Engagés dans la lutte contre la pauvreté, l'organisation fonde beaucoup d'espoir en la visite du chef de l'État. Le CCDO, le Centre de coordination des décisions opérationnelles, a sacrifié à l'une de ses traditions. Le centre a renouvelé, comme il est de coutume tous les 6 mois, l'effectif de 750 hommes issus de la gendarmerie, la police et de l'armée. Ces nouveaux éléments ont été présentés aujourd'hui. Ben Touré, Abou Sanogo. Ils sont 750 éléments, tous issus des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie et de la police nationale, à constituer l'effectif du Centre de commandement des décisions opérationnelles, CCDO. Ils ont 6 mois pour mettre en œuvre les 6 missions de cette unité spéciale chargée de la lutte contre le grand banditisme. La première mission, c'est la sécurisation des sites. Notre mission essentielle. Les sites stratégiques, vous les connaissez, on a environ près d'une trentaine sur le pays. À Abidjan, on a une vingtaine, tels que la CIR, Azito, la présidence de la République, l'aéroport international, le port, etc. Afin de maintenir le cap d'un bilan jugé satisfaisant par le coordonnateur du CCDO, le colonel Kouyaté Youssouf exige de ces nouvelles recrues des attitudes dignes de la vision imprimée à son unité. Le ministre d'État m'a dit la dernière fois, ils ne nous feront confiance que si et seulement si la population nous a acceptés. Nous sommes une force spéciale, rattachée à une structure dirigée par le chef de l'État lui-même. Donc tous nos faits et gestes sont sensibles. Le Centre de commandement des décisions opérationnelles dispose désormais de locaux disciplinaires. Question de rappeler aux soldats qu'une police des polices existe afin d'extirper de leur rang les éléments indisciplinés. Ces 750 nouvelles recrues vont donc bénéficier les jours à venir de modules de formation afin de faire chuter l'indice de sécurité qui est aujourd'hui de 1,2. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires célèbre ses 40 ans, 40 années passées à sauver des vies. La cérémonie officielle marquant cette célébration s'est tenue hier en présence du ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Il est à noter que les festivités vont durer 21 jours. Hamza Diaby. Ces soldats du feu battent le pavé, l'allure fière, heureux d'appartenir au groupement de sapeurs-pompiers militaires et surtout de prendre part à la célébration du 40e anniversaire de ce corps. Depuis 40 années, 480 mois, soit 14 600 jours, les hommes et les femmes de ce corps volent au secours des populations ivoiriennes avec abnégation, dévouement et obsession, de quoi s'enorgueillir. Être sapeur-pompier militaire est bien plus qu'un métier ou un emploi. C'est avant tout une vocation et un sacerdoce que chacun de nous
à intégrer dans son quotidien. Selon le chef de corps, Issa Sako, le GSPM est beaucoup connu du grand public, mais il est surtout mal connu. Présent à cette cérémonie, à la fois en sa qualité de tutelle et représentant le parrain Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Paul Kofi Kofi, le ministre chargé de la Défense, n'a pas manqué de saluer tous ceux qui aident au quotidien le GSPM. 40 ans pour le mouvement des sapeurs-pompiers militaires, cette noble mission de secours a bénéficié de la contribution des pionniers ivoiriens, mais aussi de l'appui de nos partenaires extérieurs. 1974-2014, le groupement de sapeurs-pompiers militaires en 40 ans a traité 406 703 interventions, soit une moyenne journalière de 28 interventions, au cours desquelles plusieurs pompiers ont péri, de vaillants soldats qui ont accepté le sacrifice suprême pour sauver d'autres vies, des soldats dont on se souviendra toujours. Du sport en bref et en images, après son succès étriqué face à la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire s'est inclinée aujourd'hui devant le Cameroun par 4-1. C'était au cours de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2015. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne suite de programme sur RTI 1.